on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur le produit scalaire. Donc, la notion de produit scalaire, avant de l'introduire au niveau purement mathématique, on va l'introduire de façon un petit peu plus concrète dans un contexte physique. Parce que comme ça, on va mieux comprendre l'intérêt de cette notion et à partir de là, on va pouvoir en déduire ce que l'on peut en faire mathématiquement. Alors, pour introduire concrètement ce cas, on va prendre un contexte physique. Donc en physique, on va essayer de comprendre un petit peu les lois qui régissent l'univers, et parmi les choses qui sont étudiées en physique, il y a l'étude du mouvement des corps, les forces qui agissent sur les corps. Et une force en physique va être modélisée par un vecteur, tout simplement parce qu'une force agit avec une certaine intensité, qui va être caractérisée par la norme du vecteur. La force s'applique dans une certaine direction et dans un certain sens qu'il faut aussi indiquer. C'est pour ça que la notion de vecteur devient essentielle et prend tout son sens lorsqu'on veut décrire une force. Sauf qu'une force peut, entre guillemets, être décomposée en plusieurs sous-forces, dont la combinaison génère la force totale. Et donc on peut s'intéresser à ces sous-forces et notamment à essayer de déterminer dans quelle direction elles agissent et avec quelle intensité. Et donc l'exemple classique que l'on pourrait introduire en ce sens serait celui, par exemple, par lequel on va pousser un objet sur une pente avec une certaine force F que j'ai notée ici. Et évidemment, ce que vous allez voir immédiatement, c'est que là, l'objet que j'ai représenté comme étant un ballon finalement, ça aurait pu être n'importe quoi, et bien ce ballon-là, vous voyez que la force qui est appliquée sur ce ballon lui permet d'avancer, mais quand on regarde bien, le ballon il monte pas exactement verticalement et il ne se déplace pas totalement horizontalement. En fait, c'est un peu une combinaison des deux. Il monte, mais il monte vers le côté. C'est-à-dire que si on décompose le déplacement du ballon, il y a un déplacement horizontal et vertical. Et la combinaison des deux fait le mouvement total. Eh bien, au niveau des forces, ça va être pareil. La force qui est appliquée sur le ballon peut être décomposée en une partie de la force qui agit pour permettre au ballon de se déplacer horizontalement et une autre partie qui agit pour permettre au ballon de se déplacer verticalement. Maintenant, nous, la question qu'on aimerait bien se poser à partir de là, c'est par exemple dans la direction X ici, quelle est l'intensité de la force dans cette direction. C'est-à-dire que quand je prends le vecteur force, sa composante en X, donc on va voir ce que c'est la composante concrètement, on va le redéfinir concrètement, mais en quelque sorte, quelle est l'intensité de cette force uniquement dans cette direction-là? Si on ne considère pas, par exemple, la partie de la force qui agit vers le haut. Donc c'est ça qu'on se pose comme question. Si on oublie l'aspect vectoriel et qu'on se concentre uniquement sur la longueur de la partie de la force qui agit horizontalement, donc sur cette longueur-là, trigonométriquement, on peut lui attribuer une certaine expression. Car là, vous voyez, alors là j'ai un angle ici qui est l'angle entre AB et AC, sauf que vous remarquerez évidemment que comme le vecteur ici, ou plutôt sa longueur, est, ça c'est fait exprès, parallèle à la longueur AB, on a donc présence d'angles correspondants qui sont donc de même mesure. Je vous renvoie aux vidéos sur les angles pour comprendre pourquoi ceci est avéré et que on peut du coup confirmer que cet angle-là et celui-ci, c'est le même angle. À partir de là,
on peut faire de la trigonométrie et dire que bah, le cosinus de l'angle ici, c'est le côté adjacent, donc la longueur du vecteur fx, divisé par l'hypoténuse qui est la longueur du vecteur f. Et quand on isole fx, on a que fx est égal à f fois cosinus de alpha. Alpha, c'est le nom qu'on donne à l'angle, hein. Quand on l'appelle comme ça, c'est alpha. Un fx, ce n'est rien d'autre que la norme du vecteur fx. Et bien sûr, f, ce n'est rien d'autre que la norme du vecteur f. Et donc là, qu'est-ce qu'on a réussi à faire? On a réussi à exprimer l'intensité de la partie du vecteur f qui agit uniquement dans le sens horizontal. Et justement, cette opération-là et cette expression-là, c'est ce qui va nous conduire ensuite donc justement à la notion de produit scalaire. Et on va donc en déduire que, par exemple, si on prend un contexte physique, le produit scalaire, son intérêt, ça va être d'être en mesure de pouvoir déterminer ce qu'on appelle la composante d'un vecteur dans une certaine direction, dans une certaine base. Donc, ça, vous voyez, c'est pour vous donner une idée. Alors, il faut juste brièvement faire un petit retour sur la notion de composante. C'est une notion qu'on associe souvent aux coordonnées, mais c'est un peu plus général que ça, entre guillemets, dans le sens où, quand on parle de composante, on parle de base. Pour vous donner un exemple concret pour vous repérer, on va justement se ramener à la notion de repère. Quand vous prenez un repère cartésien, par exemple, avec un axe en X et un axe en Y, ces axes-là, vous pouvez leur attribuer une direction en posant des vecteurs. En général, ce sont des vecteurs unitaires qu'on pose, mais on n'est pas obligé d'introduire des vecteurs unitaires pour donner une direction à un axe. Là, par exemple, imaginez que ça, ce soit l'axe des X. Et ben, donc, oubliez la flèche ici, que ce soit juste un axe horizontal. Si j'introduis un vecteur ici, et ben, ce vecteur, il va, vous voyez, nous permettre de déterminer le sens de déplacement. C'est-à-dire que je saurai, grâce à ce vecteur, que si j'ai un point qui passe de là à là, bah, il avance dans le sens de l'axe. Parce que le sens de cet axe-là sera déterminé par le vecteur qu'on aura introduit. Vecteur directeur, si vous voulez. En général, on préfère prendre des vecteurs unitaires pour des raisons qu'on pourra éventuellement expliquer, mais qui sont assez simples au final. Et donc, ce qu'on va appeler la composante d'un vecteur, eh bien, si on reprend cette idée du vecteur qui dirige l'axe, je peux partir du vecteur qui dirige l'axe, je peux le multiplier un certain nombre de fois, donc ce vecteur-là va être répété, je vais avoir ce vecteur-là, plus ce vecteur-là, plus ce vecteur-là, etc. Je vais avoir une somme de vecteurs qui va me donner un vecteur total, jusqu'à arriver juste en dessous de l'extrémité du vecteur AC. Eh bien, la longueur, la norme de ce vecteur que j'ai construit là dans cette direction, sa longueur, d'accord, sa longueur, ça va correspondre à la composante du vecteur AC dans cette direction-là. On parle souvent de coordonnées parce qu'on se place souvent dans des repères, mais la composante, c'est vraiment plus général que ça. Si on devait donner une sorte de définition à la composante, c'est quasiment la même idée que les coordonnées. Mais les coordonnées, nous, on pense souvent à un repère, alors que composante, c'est vraiment l'idée que je projette mon vecteur dans une base. Donc la base, en général, ça va être tout simplement un autre vecteur. Et la question, ça va être, quelle est tout simplement la norme de cette projection-là. Donc la base de projection, ça va être un vecteur. Et donc, nous, on prend notre vecteur, on va le projeter dans une base, donc dans un autre vecteur. Quand on parle de projection, en fait, on parle de projection orthogonale. Ça veut dire qu'au bout, le point de projection doit être tel qu'il y a un angle droit. Un peu comme
On l'a fait ici directement, et vous êtes souvent habitué à le faire, mais vous ne dites pas dans vos têtes « Ah, je fais une projection orthogonale ». Mais en fait, c'est ça. Et justement, cette projection orthogonale, elle va se faire en un point. Et maintenant, si on part du point de départ de la base jusqu'à ce point de projection, la longueur qu'on aura parcourue va correspondre à la composante de ce vecteur-là dans la base de projection. Et l'intérêt de ça, par exemple, c'est de déterminer l'intensité d'une sous-force dans une certaine direction. Quelle est là, par exemple, l'intensité de Fx dans cette direction-là? Voilà un peu ce que c'est une composante. C'est ce que j'essaie d'écrire ici. On rappelle qu'une composante, en quelque sorte, c'est la quantité de déplacement que l'on doit parcourir dans la base de projection, sur laquelle on projette orthogonalement notre vecteur. Et on peut considérer la composante aussi comme entre guillemets, la norme du sous-vecteur au bout duquel on fait la projection orthogonale. Là, je vous avais dit, je fais la projection orthogonale. Là, je prends un vecteur unitaire, je le multiplie par lui-même, ça me donne un vecteur qui arrive jusqu'au point de projection. La longueur de ce vecteur-là, sa norme, ça va correspondre à la composante du vecteur AC dans cette base de projection-là. Voilà. Et donc, c'est ça un petit peu l'intérêt du produit scalaire, déterminer les composantes d'un vecteur dans une base de projection. Et l'étude des forces est un exemple classique d'intérêt de cette notion de produit scalaire. Et donc, si on revient concrètement à ce contexte-là, donc une fois qu'on a poussé le ballon jusqu'au bout, on a multiplié la norme de f assez fois, et même on a multiplié le vecteur f assez fois, mais du coup la norme du grand vecteur résultant, ce sera assez fois la norme du petit vecteur. Pareil pour fx. Donc maintenant, moi, si je veux connaître toute la force qui a été dépensée uniquement dans la direction de fx, sur tout le trajet, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai mon grand vecteur fx. Là, je vais avoir mon grand vecteur f résultant, une fois que j'aurai fait la somme de tous les petits f. Et donc le grand fx qu'on aura en bas, ça va être tout simplement, là si je trace du coup un triangle rectangle, que je fais la projection orthogonale pour avoir ce triangle rectangle, c'est-à-dire que je projette orthogonalement, et bien je vais avoir que ce côté-là, donc je vais avoir le cosinus de l'angle qui va être égal à la norme du grand vecteur fx divisé par la norme du grand vecteur f résultant. Et donc en isolant le grand vecteur fx, j'aurai que le grand vecteur fx est égal à la norme de ce grand vecteur qui vaut, comme on l'a dit, f, la norme f fois AC, pour avoir le grand vecteur résultant qui vaut, dont la norme, la longueur vaut f fois AC. Donc f fois c fois le cosinus de l'angle. Ça, c'est quoi? C'est la valeur, ou la norme, si on veut parler juste mathématiquement, la norme du grand vecteur fx résultant, une fois que le ballon a parcouru tout le trajet. Et du coup, f fois AC fois le cosinus de alpha, là on le voit en termes physiques, mais mathématiquement parlant, si vous vous ramenez juste à des normes de vecteurs, vous aurez la norme du grand vecteur f fois la norme du grand vecteur fx fois le cosinus de l'angle qui est entre les deux, et ce sera la première formule de notre produit scalaire. Qu'est-ce qu'on peut en retirer mathématiquement parlant? Eh bien, on peut en retirer une définition du produit scalaire, parce qu'on a vu finalement que le produit scalaire, dans son sens, disons, trigonométrique, fait intervenir des multiplications. On verra cependant que
le produit scalaire n'est pas quelque chose qui se définit uniquement de façon trigonométrique, mais si on part de là, en tout cas, on aura une définition que l'on va déduire et qui nous mettra en exergue le fait que le produit scalaire fait un peu penser à un produit de vecteurs. Ou finalement, qu'est-ce que ça reviendrait à faire un produit de vecteurs? Ça reviendrait finalement à faire un produit scalaire. Mathématiquement, on va plutôt le voir comme ça, on va le voir comme une certaine façon de, entre guillemets, multiplier des vecteurs, qui n'a de sens que dans ce contexte-là, bien sûr. Et on verra en plus que cette approche selon laquelle le produit scalaire s'apparente à un produit de vecteurs reste assez limitée puisqu'elle tient son sens reste conservé lorsqu'on définit les choses trigonométriquement, comme ici, et comme on l'a montré précédemment. Mais on verra qu'il y a d'autres façons de faire des produits scalaires qui ne font pas intervenir de multiplication, ou quasiment pas. En tout cas, on commencera par là. On dira tout simplement que le produit scalaire entre le vecteur AB, par exemple, un vecteur quelconque, et le vecteur AC, ça correspond à la norme du vecteur AB fois la norme du vecteur AC fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. C'est exactement la traduction de ce qu'on a vu avant dans le contexte physique, mais d'un point de vue uniquement mathématique. Bien sûr, ici, je peux intervertir les normes, parce que à partir du moment où on parle uniquement de normes, on est avec des nombres, et donc on peut appliquer les règles que l'on connaît avec les nombres. Pourquoi aussi je montre qu'on peut modifier les choses? C'est parce qu'en fait, on peut remarquer quelque chose d'assez intéressant. Qu'est-ce que c'est AB fois cos de l'angle qu'il y a entre AB et AC, donc l'angle alpha? Qu'est-ce que c'est que ça? AB fois cosinus de alpha. Eh bien, regardez. Si je prends ce triangle rectangle-là, puisque j'ai fait un projeté orthogonal, j'ai un angle droit. Si je m'intéresse uniquement à la longueur AB, ce qui est le cas ici, j'ai donc le cosinus de l'angle alpha qui vaut AH divisé par AB. AH divisé par AB. Donc AH divisé par AB, c'est égal au cosinus de alpha. Ça veut dire que AH, c'est égal en fait à AB fois le cosinus de alpha. Ça, en fait, c'est égal à AH. D'accord? Donc, ça peut aussi nous amener à définir autrement le produit scalaire et à en dire que, en fait, on peut réécrire que le produit scalaire entre AB et AC, ça correspond à la norme de AC fois la norme de AH. C'est une autre façon de le définir avec H qui correspond au point de projection, qui correspond en fait au projeté orthogonal de B sur la base AC. Voilà. Donc mathématiquement, on va plutôt voir les choses comme ça. Ce qu'on a dit avant va donc apparaître comme une définition de départ du produit scalaire. Et à partir de celle-ci, on va pouvoir déduire des propriétés qui vont découler de cette définition. Là, en l'occurrence, on a une définition de départ maintenant du produit scalaire. Et à partir de là, on va pouvoir déduire un certain nombre de choses. On va forcément être amené à nous poser des questions. Parce que, vous avez vu, on a noté le produit scalaire, donc un vecteur point, un autre vecteur, le point, c'est là juste pour dire qu'on fait le produit scalaire. On a vu que le produit scalaire, il ressemble un petit peu à une façon de multiplier des vecteurs, si on veut le regarder d'un œil juste mathématique. Mais évidemment, on va forcément se poser des questions, parce qu'on connaît des propriétés de calcul que l'on a l'habitude d'utiliser avec les nombres réels, tels que la distributivité, et forcément, si le produit scalaire ressemble d'une certaine manière à la multiplication, est-ce qu'il adopte toutes les propriétés que l'on connaît déjà avec les multiplications? Par exemple, est-ce que le produit scalaire est distributif?
est-ce que le produit scalaire d'un vecteur avec une somme de vecteurs peut être traduit par la distribution de ce vecteur, c'est-à-dire la distribution du produit scalaire au sein des vecteurs dans la parenthèse. C'est-à-dire, est-ce que ça scalaire, cette somme, c'est égal à ça scalaire V plus ça scalaire W. Donc, ici, c'est la distributivité. Alors là, il suffit juste de le vérifier, et pour ça, tout simplement, on va partir d'un cas de figure, et on va en déduire ensuite un autre. Là, en l'occurrence, on va partir de ça. On va voir ce que ça signifie, on va essayer de le traduire mathématiquement, et l'idée, ce serait qu'éventuellement, on arrive en résultat à retrouver cette expression-là. Pour ça, je vous ai fait un petit schéma dans lequel on a plusieurs choses. On a un vecteur AD, un vecteur AB, un vecteur V, qui forme un angle β avec AH. On a un vecteur W. Alors, le vecteur W, il est là, mais on peut le déplacer, hein, ça on a le droit. On a en fait AB qui s'apparente au vecteur V plus W, parce que si je fais V plus W, je retrouve bien AB. Le vecteur W, il forme un angle gamma avec la longueur HM. Et le vecteur AB forme un angle alpha avec le vecteur AD. Voilà un peu pour vous présenter la construction. J'appellerai U aussi le vecteur AD, ça nous permettra de simplifier l'écriture éventuellement. Dans ce cas, qu'est-ce que c'est que U scalaire V plus W? V plus W, c'est le vecteur AB. U, c'est le vecteur AD. Donc en fait, U scalaire V plus W, c'est en fait AD scalaire AB. Et AD scalaire AB, c'est AD fois B fois le cosinus de l'angle qu'il y a entre les deux. On remarquera d'ailleurs que AB fois cosinus de alpha, ça fait AM. Donc AM, il est là. On peut le voir, hein, ici, si je fais le projeté orthogonal M, c'est le projeté orthogonal de B sur la base AD. Et donc évidemment, je fais de la trigonométrie et je trouve aisément que AM, qui est le côté adjacent ici de ce triangle rectangle, il vaut AB fois cosinus de alpha. En fait, ça, je vais pouvoir le remplacer par AM. Mais AM, je peux le décomposer puisque la longueur AM, c'est la longueur AH plus la longueur HM. Et quand on creuse un petit peu, on se rend compte qu'en fait, AM, qui est donc AH plus HM, on va pouvoir le réexprimer tel qu'on l'a décrit ici. Je vous rappelle qu'au départ, on part du produit scalaire qu'on a fait ici. On a déduit que ça, c'était AM. On a décomposé AM. Et donc, si je reviens à AD fois AM, ça va être en fait AD fois la décomposition de AM, c'est-à-dire AH plus HM. Là, maintenant, je vais pouvoir distribuer, parce que maintenant, ça, on sait que c'est vrai, donc on peut le faire. C'est pour ça que ça va marcher, en fait, la distributivité, c'est parce que, comme le produit scalaire, on le ramène à des nombres réels, c'est-à-dire qu'on le réexprime sous forme de multiplication classique, forcément, la distributivité, elle va marcher. Mais là, on le voit. Donc, je distribue AD, d'accord, je me retrouve avec ça. Maintenant, il va falloir retraduire. C'est quoi AD? C'est quoi AH? C'est quoi HM? AD, c'est en termes de longueur, c'est la norme du vecteur U. Parce que je rappelle, hein, le vecteur AD et le vecteur U, c'est le même. On a tracé juste un autre vecteur pour nommer autrement AD. Si vous voulez, U, c'est ce qu'on appelle un représentant du vecteur AD. Donc, la norme de AD, c'est en fait la norme de U. AH, qu'est-ce que c'est? AH, regardez. AH, ici, si je prends la longueur
la norme du vecteur V. H, c'est en fait le projeté orthogonal de V sur la base AD. Et ici, donc, je vais avoir un angle droit. Et en fait, le cosinus de bêta, ça va correspondre à H divisé par la norme de V. Et le cosinus de bêta, qui est égal à AH sur la norme de V, donc la longueur V. Et donc AH, c'est égal à V fois cosinus de bêta. Voilà. Angle bêta, qui est bien l'angle qu'il y a entre U et V. Entre U, hein, qu'on peut déplacer ici, et V. Hein, c'est le bêta que j'ai mis ici. À ne pas confondre avec le alpha, qui est l'angle entre AD et AB. Attention. Voilà ce que c'est H. Qu'est-ce que c'est que HM? HM, bah là pareil, hein, M c'est en fait c'est le projeté orthogonal, hein, ici de W sur la base AD. L'angle ici c'est gamma. HM c'est le côté adjacent à gamma. La norme de W c'est l'hypoténuse. Et par trigonométrie, comme on l'a fait avant, on déduit que HM c'est égal à la norme du vecteur W fois le cosinus de gamma. Et donc en fait, le AD fois H plus AD fois HM, on peut le retraduire, sachant maintenant ce qu'est AD, AH et HM. Donc on remplace avec ce qu'on a déduit ici. Sauf que là, la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de bêta, qu'est-ce que c'est si ce n'est le produit scalaire entre U et V, par définition. Nous, on était parti de là tout à l'heure pour déduire cette définition, mais là, finalement, bah, on va juste dans l'autre sens, mais c'est pareil. Hein, parce que U et V, rappelez-vous, donc U et AD, c'est pareil. Et là, j'ai V, et vous voyez bien que bêta, c'est bien l'angle qu'il y a entre le vecteur V et le vecteur AD, qui est la même chose, je le répète, que le vecteur U. Donc en fait, là, si vous voulez, j'ai U, là j'ai V, l'angle qu'il y a entre les deux, c'est bêta. J'ai bien le produit scalaire ici de U et V. Et là, j'ai U, la norme de U fois la norme de W fois le cosinus de gamma. U, c'est ça. W, je peux le déplacer ici, hein, sans changer l'angle, bien sûr, je déplace le tout. Et j'aurai bien donc que l'angle qui sépare AD de W, c'est bien l'angle gamma. Et donc U, AD c'est pareil. U et W sont séparés d'un angle gamma. Donc là, ici, je n'ai que la traduction du produit scalaire de U par W. Et donc, partant de ça, je déduis ceci. J'ai donc bien cette égalité qui est vérifiée, ce qui assure quoi? Ça assure que le produit scalaire est distributif. Seulement, on a vérifié cette distributivité dans son sens le plus simple possible. Parce que on sait qu'avec les nombres réels, il y a aussi ce qu'on appelle la double distributivité. Est-ce que la double distributivité marche pour le produit scalaire? Eh bien en fait, oui, et ça en fait c'est très simple. Si vous avez, par exemple, U plus V scalaire A plus B. Donc par exemple, posons que U plus V, c'est égal au vecteur M. C'est le vecteur résultant, une fois qu'on a fait la somme. Je peux donc remplacer U plus V par M. Je vais avoir M scalaire A plus B. Là, maintenant, on sait que c'est distributif. Parce qu'on l'a démontré avant, donc on distribue le M. Sauf que maintenant, le M, on peut le remplacer par U plus V. C'est ce que je fais ici. Et donc là, j'ai en facteur A et là j'ai en facteur B, mais je peux les distribuer parce qu'on a démontré que ça c'était possible. Et quand on les distribue et qu'on réarrange le tout, on a bien U scalaire A plus U scalaire B plus V scalaire A plus V scalaire B. Mais ça c'est juste la double distributivité. U scalaire A plus U scalaire B plus V scalaire A plus V scalaire B.
Donc c'est bien doublement distributif. Donc on a cette propriété qui est assurée avec le produit scalaire. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon de faire le produit scalaire qui ne fasse pas intervenir des cosinus ou ce genre de choses? Eh bien, oui, par les coordonnées. Si vous avez par exemple des vecteurs et que vous connaissez leurs coordonnées dans un repère cartésien, je précise ici, eh bien, à ce moment-là, on va pouvoir faire des calculs de produits scalaires d'une autre façon, sans avoir besoin de faire intervenir du sinus ou du cosinus. J'introduis ici deux vecteurs, un repère, un vecteur directeur unitaire I et J, donc J pour la verticale, I pour l'horizontale. Je précise qu'un vecteur unitaire, par définition, sa norme est égale à 1. Et je précise aussi, ça on n'en a pas trop parlé, mais j'en profite maintenant pour le faire. I et J sont orthogonaux, c'est-à-dire qu'ils sont séparés d'un angle droit. Et on va voir que quand on a deux vecteurs qui sont séparés d'un angle droit, leur produit scalaire est nul pour la simple et bonne raison que le cosinus de l'angle qui les sépare est un cosinus de 90 degrés qui vaut 0. Donc I scalaire J, c'est la norme de I fois la norme de J fois le cosinus de 90 degrés, c'est-à-dire I fois J fois 0, c'est-à-dire 0. Ça, je le dis parce qu'on on en aura besoin pour ce qu'on va dire juste après. Je précise aussi, mais ça on en avait déjà un petit peu parlé dans l'exemple d'introduction, que deux vecteurs qui vont dans la même direction sont tels que le cosinus de l'angle qui les sépare est un cosinus de 0, et cosinus de 0 ça vaut 1. Donc là par exemple si je fais I scalaire I, c'est norme de I fois norme de I fois cosinus de 0, c'est-à-dire 1 fois 1 fois 1, c'est-à-dire 1. La norme de I c'est 1, et le cosinus de 0 c'est 1. Pareil pour J. Donc ces petites remarques étant faites, on va pouvoir maintenant faire le produit scalaire de deux vecteurs à partir de leurs coordonnées uniquement. Comment on va opérer ça? Eh bien tout simplement, on va exprimer le produit scalaire, par exemple de AB avec AC, sauf que AB, on va l'exprimer en le décomposant, comme dans la vidéo sur les vecteurs où on avait introduit le fait que un vecteur peut être décomposé en sa coordonnée en x fois le vecteur i qui dirige l'axe dx, plus sa coordonnée en y fois le vecteur j qui dirige l'axe vertical. Si i, je le répète, xb moins xa fois, je vais tomber sur un vecteur résultant, parce que je vais faire i plus i plus i, ça me donne un vecteur résultant. Je pourrais le translater, et j'aurai donc un premier vecteur. Et puis quand je fais j yb moins ya fois, je vais faire j plus j plus j plus j, ça va me donne un vecteur résultant. Et quand je fais la somme de ces deux vecteurs que j'ai construits, ça me redonne bien le vecteur AB. En fait, c'est ça l'idée. C'est pour ça qu'on peut décomposer un vecteur comme ça. Donc en fait, j'exprime le vecteur AB de cette façon-là. Pareil pour AC. Donc je suis en train de faire ce produit scalaire-là. Rappelez-vous, le produit scalaire est doublement distributif. Parce que en fait, xb moins xa fois un vecteur, en fait ça c'est une constante, parce que xb moins xa ça me donne un nombre, qui est donc une constante, fois un vecteur. Une constante fois un vecteur, ça me donne pour résultat un vecteur. Donc en fait là, je suis en train d'avoir un vecteur plus un vecteur, scalaire, un vecteur plus un vecteur. On est dans la même situation que ce qu'on avait vu précédemment. Donc là, je peux distribuer doublement, c'est ce qu'on a vu, c'est ce que je fais ici. Je me retrouve avec une grosse expression qu'on va très vite simplifier, parce que là, vous voyez par exemple que j'ai xb moins xa avec le vecteur i, scalaire yc moins ya avec le vecteur j,
Donc là, on sent que le produit scalaire va donner 0, donc ça va partir. Hein. Donc ce vecteur-là, i, qui va dans la direction horizontale, et le vecteur j, et sa multiplication par un scalaire n'y change rien, qui va dans le sens vertical. Donc ces deux vecteurs-là sont séparés d'un angle de 90 degrés. Donc quand on fait leur produit scalaire, je vais avoir donc la norme de ce vecteur qui vaut xb moins xa fois la norme de ce vecteur qui vaut yc moins ya fois le cosinus de 90 degrés qui vaut 0. Donc tout ça va donner 0. En fait, à partir du moment où on a un produit scalaire avec des vecteurs qui sont orthogonaux, ça va valoir 0. Ce qui fait qu'en fait, au final, il va rester juste ceci. Là, mais là, comme j'ai des vecteurs qui vont dans la même direction, je vais avoir le cosinus de l'angle qui les sépare qui vaut cos de 0, c'est-à-dire 1. Donc je vais juste avoir le produit des normes. Donc là, en l'occurrence, ce produit scalaire-là, ça vaut xb moins xa fois xc moins xa fois cos de 0. Ce qui me donne bien xb moins xa. Même logique ici, parce qu'on a j et j, donc les deux vecteurs ici vont dans la même direction. On se retrouve avec un produit scalaire qui vaut yb moins ya fois yc moins ya. Donc au final, le produit scalaire duquel on est parti vaut en fait xb moins xa fois yc moins ya plus yb moins ya fois yc moins ya. Qu'est-ce que c'est yb moins ya? C'est la coordonnée en x du vecteur AB. Qu'est-ce que c'est yc moins ya? C'est la coordonnée en x du vecteur AC. Hein? Qu'est-ce que c'est yb moins ya? C'est la coordonnée en y du vecteur AB. Et qu'est-ce que c'est yc moins ya? C'est la coordonnée en y du vecteur AC. Et donc ça, en fait, ça vaut la coordonnée en x du vecteur AB fois la coordonnée en x du vecteur AC plus la coordonnée en y du vecteur AB fois la coordonnée en y du vecteur AC. Donc là, vous voyez qu'on a un produit scalaire qui ne fait pas intervenir des angles. On a eu besoin de parler encore de trigonométrie rapidement, mais c'est surtout moi la formule finale qui m'intéresse et dans laquelle on ne voit pas de cosinus, ni d'angle, ni de... Voilà. Juste des coordonnées. Et c'est ça qui est intéressant avec cette autre façon de faire du produit scalaire. Si on n'a pas d'éléments trigonométriques, mais qu'on a des informations sur les coordonnées des vecteurs, on peut toujours faire le produit scalaire. Il existe d'autres façons d'exprimer un produit scalaire sans faire intervenir de cosinus. D'accord. Mais juste avant d'introduire cette autre façon, je vais juste parler rapidement de la norme d'un vecteur, parce que ça va nous servir en fait pour ce que je vais dire juste après. Alors, on sait que si je prends un vecteur u de coordonnées x, y, la norme de u, c'est la racine de la somme des carrés des coordonnées. Ça, on l'avait déjà vu dans la vidéo d'introduction sur les vecteurs normalement. Une question qu'on peut se poser qui semble tomber du ciel, mais en fait, c'est juste que, en général, quand on fait des maths, on aime bien tester des choses, et puis parfois, quand on teste des choses, on remarque qu'on trouve des résultats assez intéressants. Donc là, en l'occurrence, c'est ce qui va se passer ici. Alors, maintenant, c'est quoi la norme, non pas juste d'un vecteur u, mais d'une soustraction de vecteurs? Ou avec u et u moins v, et où v a pour coordonnées x' moins y'. Bah, qu'est-ce que c'est le vecteur? C'est quoi u moins v? Bah, u moins v, ça me donne aussi un vecteur résultant. Quand je fais u et que je lui enlève v comme vecteur, ça me donne un autre vecteur résultant. Ce vecteur résultant, on va l'appeler tout simplement u moins v, pour pas nous casser la tête. Et c'est quoi ces coordonnées? Bah, en x, c'est la coordonnée en x du vecteur u moins la coordonnée en x du vecteur v. Pour y, c'est la même logique. Et donc, en termes de norme, bah, tout simplement, ça va être la racine de la somme des carrés des coordonnées. La coordonnée en x, c'est tout ça, pour le grand vecteur ici. Et la coordonnée en y, c'est tout ça. Donc, alors, enlevons la racine, d'accord? Donc, mettons tout au carré. Il n'y a pas vraiment de problématique ici, puisque la norme est forcément positive.
Et donc quand on enlève enfin quand on met le carré, ça fait que la racine et le carré se neutralisent. Il nous reste ceci. Là, on n'est qu'avec des nombres, hein, x, x', etc. Donc on peut ici appliquer notre formule d'identité remarquable. On peut évidemment réarranger les termes. Ça, le mettre devant, par exemple. On va réarranger un peu tout ça. Pourquoi on fait ça? Parce que, et c'est là que c'est pas forcément tout de suite évident à voir, mais il faut toujours faire du lien avec ce qu'on sait déjà. Regardez, j'avais dit par exemple que la norme de u, c'était la racine de cette somme. Donc, si ça, je le mets au carré, il me reste x carré plus y carré. Donc ça, c'est la norme de u au carré. Pareil, hein, pour v, c'est la même logique. D'accord? Donc je peux remplacer ça par la norme de u au carré et ça par la norme de v au carré. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ça, je vais le mettre de l'autre côté et ça, je vais le mettre de l'autre côté. Bon, alors après, j'ai réinversé, mais ça ne change rien, d'accord? Ici, si j'enlève u de u carré de chaque côté, je vais avoir moins u carré ici, moins u carré là, ça va s'annuler avec ça. Puis pareil, je fais moins v au carré ici et ici. Les v au carré vont s'annuler. Je vais bien avoir ceci qui est égal à moins x' moins y'. Je peux factoriser ces deux-là par moins 1, ça va faire moins 2x x' plus 2y'. Ensuite, je peux multiplier par 1 de chaque côté. Et évidemment, ça va changer les signes. Si vous avez du mal, faites-le à la main pour voir et vous allez voir que ça marche. Là, ici, vous pouvez factoriser par 2. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a quelque chose d'assez intéressant ici. Qu'est-ce que c'est ça? C'est au fait le produit scalaire. Hein, on a vu juste avant que le produit scalaire pouvait être exprimé comme la norme, comme la coordonnée en x d'un vecteur fois la coordonnée en x de l'autre vecteur, plus la coordonnée en y du premier vecteur, fois la coordonnée en y du deuxième vecteur. Ça, c'est le produit scalaire. Entre quoi et quoi? Entre u de coordonnées x, y et v de coordonnées x', y'. Donc là, bon, avant d'en venir à ça, je vais diviser par 2 de chaque côté. Diviser par 2, c'est pareil que multiplier par 1 sur 2. Et donc, évidemment, 1 sur 2 fois 2, il va rester 1. Et 1 fois tout ça, ça donne juste tout ça. J'ai tout ça qui est égal à tout ça. Et ça, c'est le produit scalaire entre u et v. Donc le produit scalaire entre u et v, c'est égal à cette expression-là, qui peut paraître un petit peu folle, mais en vérité, on voit que ça vient juste tout simplement de l'application du principe d'identité remarquable qu'on connaît déjà. C'est ça l'idée. Donc si vous voulez retrouver cette formule, vous n'avez qu'à faire ça et à le mettre au carré. Alors bien sûr, vous pourriez tester ce qu'il se passerait si vous mettiez un plus ici. Mais là, le truc, c'est que plus ici, donc vous auriez un plus ici, vous auriez un plus ici, un plus ici. La norme, elle ne ferait pas intervenir un moins, mais un plus. Et là, vous pourriez tester qu'est-ce qui se passerait. Vous trouverez encore des choses assez similaires à ceci, mais avec quelques petites différences. En tout cas, ça nous donne une autre formule du produit scalaire qui, encore une fois, ne fait pas intervenir de cosinus, mais là, c'est encore mieux, parce que ça ne fait quasiment intervenir aucune multiplication. Si on oublie la multiplication par 1/2, là, il n'y a pas de multiplication. Vous voyez, le produit scalaire, c'est pas juste... c'est pour ça que on n'aime pas trop dire que le produit scalaire, c'est une façon de multiplier des vecteurs, parce que on peut faire du produit scalaire sans multiplier des vecteurs, sans ne faire intervenir aucune multiplication. Voilà un petit peu sur cette notion de produit scalaire, elle est fondamentale, surtout lorsque l'on veut, en fait, c'est ça l'intérêt principal. Plutôt que de vous dire que le produit scalaire, c'est une façon de multiplier des vecteurs, je vous dirais plutôt que le produit scalaire, c'est juste une façon d'exprimer la composante d'un vecteur dans une base de projection. C'est tout simplement ça l'idée, l'intérêt et le sens du produit scalaire, et voilà ce qu'il faut en retenir. Et voici aussi quelques formules pour pouvoir faire du produit scalaire et pouvoir déterminer justement
les composantes d'un vecteur dans une base de projection par exemple.